Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International sur RFI. On est vendredi, vous le savez, donc c'est le Café des Sports. Nos invités sont là, nos habitués. Rémi Ngono, vous êtes là. Bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices. À côté de vous, il y a Chérif Guémour. Bonjour Chérif. Bonsoir Annie, bonsoir notre à camarade tous. de la revue SoFoot qui vient de sortir d'ailleurs, c'est ça hein, Oui. Elle est toute chaude. Sort de son sac. Donc les footballeurs ruinés, puis un portrait très très sympa de Luis Van Gaal. Ouais, des champions du psychopathe. monde qui vivent avec quelques euros par mois. Il y a donc de l'autre côté du ring Xavier Barré. Bonjour Xavier. Yes, je suis chaud, je suis prêt. Bonjour à tous. Avec l'équipe MAG, lui. Et Oui, un dossier sur justement comment pas se faire ruiner quand on est footballeur ou sportif professionnel. vous Vous répondez voyez, à donc SoFoot, nous on est plus constructifs. Et puis alors nos camarades de la rédaction pour remplacer El Réfé qui est toujours dans un endroit exotique. Il y a David Kalfa. Bonjour David. Bonjour Annie, en orange aujourd'hui. En orange, mais grand connaisseur d'un certain pays africain, on va dire. Et puis Christophe Jousset aussi qui est à côté. C'est la canne orange. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors au menu de nos débats du jour de ce Café des Sports, eh bien il y a la Guinée équatoriale, organisateur de la CAN 2015, et donc un pays que vous connaissez déjà, Christophe et David. C'est d'ailleurs seule la Guinée équatoriale qui a décidé de relever le défi. Le petit État pétrolier d'Afrique centrale possède les infrastructures nécessaires. Le plan B est confirmé aujourd'hui à Malabo pour remplacer le Maroc. Il faut donc constater que la CAF a su rapidement se retourner. Vous entendrez à ce sujet le président de la CAF nous parler de cette désignation dans l'urgence. Issa Hayatou nous a avoué même que depuis un mois, il ne dormait plus. Les Bleus dans l'air pur de la Bretagne. L'équipe de France est à Rennes pour disputer une rencontre amicale contre l'Albanie. Les Bleus qui ont la cote avec les supporters français joueront dans une nouvelle configuration avec de nouveaux partenaires donc dans le groupe. La Hollande obligée de gagner, obligée surtout si elle veut conserver son entraîneur car Guus Hiddink a mis sa démission dans la balance si les demi-finalistes du mondial n'obtiennent pas de bons résultats. Tout à l'heure, Chérif Guémour, j'espère que vous nous en direz plus. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et voilà la musique de la CAN, car la CAN restera sur le continent africain et ce sera en Guinée équatoriale. Ce matin, le président de ce petit pays d'Afrique centrale, donc coincé entre le Cameroun, le Gabon et puis l'Atlantique, a accepté la demande de la Confédération africaine de football. Teodoro Obiang Nguema recevait Issa Hayatou et donc est confirmé la rumeur qui depuis 2 jours commençait à être persistante autour de cette candidature et surtout la Guinée équatoriale seule. Cette candidature d'autant plus crédible que la CAF, la Confédération africaine, souhaitait un pays qui avait déjà reçu l'événement. Justement, ce pays l'avait co-organisé, c'était en 2012 et c'était avec le Gabon, vous vous en souvenez sûrement. Nous avons joint Issa Hayatou tout à l'heure avec plusieurs membres de la CAF. Il était en train déjà d'inspecter les 4 villes qui ont été retenues pour l'événement, Malabo et Bata, comme en 2012, et puis 2 nouvelles villes, une qui se trouve à la frontière du Cameroun et Bébiying, et puis Mongomo, qui se trouve là, près du Gabon. Alors comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on désigné la Guinée équatoriale? Écoutez Issa Hayatou. Je suis venu hier rencontrer le président. Aujourd'hui, il a accepté de prendre la Guinée équatoriale qui a aussi organisé, comme vous le savez, en 2012. Mais à l'époque, c'était 2 stades. Ils avaient 2 stades et le Gabon en avait 2 aussi. Entre-temps, ils ont construit 2 stades à l'intérieur du pays. Et c'est justement dans ces pays-là, dans ces villes-là qu'on se trouve en ce moment pour pouvoir visiter ces infrastructures sportives. Quant au problème d'hôtellerie, il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de manger dans un hôtel pratiquement 5 étoiles à Mongomo. Donc, ce n'est que les infrastructures. Je ne peux rien vous dire parce que je n'ai pas encore vu. Dans 30 minutes, je vais aller les voir. Au départ, on avait eu l'impression que la Guinée équatoriale n'était pas intéressée par l'organisation. Non, nous l'avons choisi. Il n'était pas parmi les 4 pays qu'on avait pressentis au départ.
on n'avait pas pressenti la Guinée équatoriale parce que c'était la co-organisation avant. Donc, on a saisi 4 pays, le Soudan, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Ghana. Alors après, nous apprenons que l'Angola est là, le Nigeria est là, l'Égypte, c'est tout ça, nous ne les avions pas saisis. Et après avoir eu des petits déboires avec ces 4 pays, on s'est donc replié vers eux et le président aujourd'hui a marqué l'accord pour que ça se passe. Est-ce que les 64 jours qui nous séparent du coup d'envoi suffiront pour bien organiser l'événement ? Non, pour vous dire vrai, madame, c'est un délai qui est assez court. Mais on ne peut pas faire autrement. Nous allons nous mobiliser. Côté CAF et côté Équato-Guinée, nous allons nous mobiliser jour et nuit pour essayer de faire ce que nous pouvons faire. Il y aura des imperfections, ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y aura des imperfections parce que 64 jours, comme vous dites, je ne savais même pas qu'il y avait 64 jours, ne suffisent pas pour pouvoir organiser une canne aussi. Mais on va essayer de faire ce qu'on peut pour que cette compétition se déroule dans de très bonnes conditions. Le tirage au sort aura lieu le 3 décembre ici à Malabo. Christophe Jousset, une question, monsieur Ayatou. Président Ayatou, bonjour. Est-ce que, à un moment dans votre réflexion, vous vous êtes demandé si vous pourriez bien trouver une solution africaine? Et est-ce qu'il a été question, à un moment donné, de se tourner vers le Qatar, comme on a pu le lire et l'entendre? Oui, c'est juste. Effectivement, la solution du Qatar était là aussi. Ils nous ont dit que si nous demandions et si nous n'avions pas de preneurs, ils étaient là, entièrement disponibles, disposés pour pouvoir voler à notre secours. Mais fort heureusement, la Guinée équatoriale a accepté de nous recevoir et il me restera seulement à remercier le Qatar pour sa bonne volonté et sa coopération, celle qu'il voulait se manifester à notre endroit. Président, la Guinée équatoriale a été disqualifiée dans ses éliminatoires de la CAN 2015 pour avoir aligné un joueur non éligible. Est-ce que ce n'est pas gênant pour vous de l'avoir maintenant qualifié en tant que pays organisateur? Oui, mais c'est deux choses différentes. On l'avait disqualifié parce que ils avaient aligné un joueur qui n'était pas réglementaire. Bon, maintenant, même vous, si je vous demande, vous allez me conseiller de ne pas le prendre? À l'heure actuelle, nous n'avons pas de choix. Ils ont volé à notre secours et on ne peut pas faire la CAN sans pays organisateur. La Guinée équatoriale viendra, il n'y a pas de problème. On a déjà décidé qu'ils seront là, qu'ils vont remplacer, enfin qu'ils seront en lieu et place du Maroc, parce qu'ils sont pays organisateurs. Vous êtes optimiste et soulagé, c'est ça? Oui, je suis très soulagé. Madame, ça fait un mois que je ne dors pas. Je vous entends toujours dans vos émissions et tout. Ça fait un mois. Aujourd'hui, je peux dormir. Je crois que j'aurai un sommeil profond. Merci beaucoup, monsieur Ayatou, d'avoir été en direct avec nous et nous écouterons cela tout à l'heure dans Radio Foot International. Et puis, bon courage alors pour tout ce qui reste à faire. Je vous en prie, madame. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Au revoir. Bon, en fait, monsieur Ayatou n'était pas en direct à ce moment-là, puisque nous n'avons pas pu le joindre exactement pendant l'émission. Il était à table. Voilà, il était là à table et après il continuait sa tournée d'inspection, puisque vous l'avez entendu, là il était à Mongomo. Alors, cette désignation est donc survenue aujourd'hui. Est-ce que vous avez été surpris, Christophe? Ça paraissait être finalement la solution qui paraissait la plus crédible au fil des heures. Oui, ça dépend où on se place. La surprise par rapport à hier, non, puisque ni avant-hier pratiquement. Mais le 10 octobre, quand cette situation a surgi, oui, on était loin de penser que ça. C'est pour ça qu'il n'a pas dormi pendant un mois. Ils ont eu sûrement beaucoup de problèmes pour aboutir à cette solution. C'est ce qu'il a expliqué. C'était pas le premier choix, la Guinée équatoriale. Il y en avait au moins 4 qui étaient avant. Il a rappelé la liste: Soudan, Algérie, Ghana, Afrique du Sud. Oui. Il écarte au passage, vous l'avez entendu, des noms qui sont revenus dans la presse comme l'Angola très régulièrement, ou le Nigeria aussi. Oui. Visiblement, il n'a jamais été question de se tourner vers le Nigeria. Rémi, est-ce que cette solution de rester sur le continent africain, parce que vous l'avez entendu, on a aussi hier on parlait de cela, le Qatar qui tout d'un coup se posait aussi comme recours possible, est-ce que c'est bien que la CAN reste sur le continent africain? La Coupe d'Afrique des Nations doit rester d'abord en Afrique, ça c'est une chose. Mais maintenant, dans quelles conditions est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations va se jouer en Afrique? Est-ce dans ce qu'on peut appeler des stades complètement vides? Soit dit en passant, la Guinée équatoriale, c'est 28 000 km² pour combien d'habitants? 600 000. 766 000 selon l'ONU. 766 000 habitants. Or,
Je sais par exemple que lors de la CAN 2013, ne serait-ce que, 12. eh bien, de 2012, qu'est-ce que la CAF avait déjà vendu comme nombre de billets avant même le coup d'envoi? C'était 536 000 places. Aujourd'hui, quand je regarde la population de la Guinée équatoriale et toute l'improvisation qui est faite là, je me dis déjà que, eh bien, la CAN va se tenir dans des stades totalement vides. Et qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ce sera une fête? Je ne pense pas. De toutes les façons, peut-être ça risquerait d'être très triste, ça risque d'être plutôt très très ennuyeux. Et comme malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit « Une paroisse sans prêtre est à la proie du diable ». Oui, mais alors, Rémi, c'est vrai que là, la décision a été prise dans l'urgence. En plus, il y aura quand même une équipe nationale qui sera en compétition. Et puis, David Khalfa, vous y étiez, vous, à la CAN, donc en 2012, sur le territoire équato-guinéen. Comment était l'ambiance, effectivement? On se souvient que les stades n'étaient pas toujours pleins, mais... Ça dépendait des matchs. Alors moi, je me souviens d'une scène assez incroyable avant le match d'ouverture, où les forces de sécurité avaient tiré des lacrymogènes en fait pour calmer les gens qui faisaient la queue, certes de manière pressante, mais qui étaient vraiment en file indienne collés les uns aux autres pour entrer dans le stade, tellement ils étaient enthousiastes à l'idée d'assister à ce match d'ouverture. Et il y a eu des matchs, par contre, je me souviens notamment d'un match, je crois que c'était entre le Soudan et l'Angola, dans le groupe de la Côte d'Ivoire, où il y avait 237 spectateurs, si je me souviens bien du nombre de spectateurs. C'est toujours comme ça, la CAN. Je pense pas que ce soit spécifique à la Guinée équatoriale. Après, ce qu'on peut dire, c'est que ça se verra peut-être moins, parce qu'il y a quand même 2 stades, a priori, les 2 autres stades. Voilà. Qu'on connaît pas trop, qui aurait une capacité de 10 000 places, selon notre correspondant. Celui de Ebi Beying, en plus, et ceux de Mongomo, ils sont tous les deux à la frontière, c'est-à-dire on en a un pratiquement sur la frontière du Gabon, l'autre pratiquement sur la frontière du Cameroun. Peut-être que les supporters viendront aussi des pays voisins. Oui, si le Cameroun ou le Gabon se qualifient et jouent dans ces 2 villes, on peut s'attendre à un afflux massif de supporters. Effectivement, il reste encore 2 journées d'éliminatoire. Xavier Barret ? Oui, mais c'est pas, vous savez, c'est quand il y a des organisations comme ça, surtout quand c'est au dernier moment, on a le risque d'avoir des stades vides. Il faut rappeler quand même que la Coupe du Monde comme l'Euro, pour pallier au risque de stades vides, on organisé désormais les ventes de billets de façon souvent groupée. On vend des billets avec des espèces de passes qui vous donnent accès à 3-4 matchs. Enfin, c'est ce qu'avait fait notamment le comité d'organisation pour France 98. On pouvait acheter des passes pour tous les matchs dans sa ville. Et comme ça, avant le tirage au sort. Comme ça, on pouvait aller voir aussi bien un Brésil-Cameroun qu'un Roumanie-Corée du Sud. Voilà. Et parce qu'on avait ces places qui étaient réservées avant. Bon, là, compte tenu du délai, il était évidemment impossible de mettre en place une politique de ce genre-là. Bon, après, compte tenu aussi du pouvoir d'achat des Africains, c'est vrai que c'est plus compliqué de mettre en place ce genre de politique. Mais il vaut mieux quand même qu'il y ait ces matchs, même dans des stades à moitié vides, qu'il n'y ait rien du tout. Oui, certainement. De toute façon, c'est aussi, on le sait pour les télévisions et qui sont partenaires de l'événement, David. Je crois que pour résumer, de toutes les façons, c'est la Guinée équatoriale, c'était un peu l'ultime recours, puisque donc il y a eu les 4 pays cités par Issa Hayatou, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Ghana et le Soudan qui ont dit non, et puis peut-être aussi quand même des pays qui ont été sondés de manière un peu plus indirecte, un peu plus officieuse, et voilà, qui ont dit non. Au bout d'un moment, il restait la Guinée équatoriale. Alors la Guinée équatoriale n'a peut-être pas toutes les infrastructures parfaites, puisqu'il y a 2 stades aux normes internationales, ceux qui ont accueilli les matchs de la CAN 2012. Les autres, c'est pas forcément le cas, mais c'était entre guillemets la moins mauvaise solution. En mesure d'urgence. Christophe, vous étiez allé vous aussi en Guinée équatoriale. Je me souviens moi d'un match à Bata, n'est-ce pas, où il y avait eu une grosse pluie. C'était Zambie-Sénégal, je crois. Oui, enfin une pluie tropicale, c'est vrai que... Le match avait été retardé pratiquement 2 heures, je me souviens. Oui, c'est ça, c'était dantesque. On passait les balais sur la pelouse pour essayer de... Ouais, c'était le début de l'aventure de la Zambie, finalement. On était loin de se douter, là aussi, que ça allait se terminer aussi bien pour Hervé Renard et les Chipolopolo. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le président Hayatou, si longtemps au pouvoir, ne puisse pas avoir des racines fortes en Afrique et qu'il soit désavoué, parce que moi également, je me rends quand même compte que seul Obiangema vient à son secours. C'est quand même bizarre, parce que lorsque je vois par exemple que la Guinée équatoriale avait co-organisé avec le Gabon et que le Gabon avait investi 205 milliards de francs CFA pour les stades, par exemple, il y a le stade Omnisport Omar Bongo, du président Omar Bongo, qui même est complètement couvert.
Pourquoi est-ce que le Gabon ne s'est pas mis là? Lorsque je sais par exemple que l'Afrique du Sud a quand même investi 1,6 milliard d'euros pour Rémi, tous ces stades-là, pourquoi est-ce que ces pays-là ne prennent plus aujourd'hui Monsieur Issa Hayatou l'Afrique du Sud au sérieux? C'est pour ça que moi je dis, je vois qu'il est un peu isolé, il faut qu'il revoie un certain nombre de choses, parce que imaginez, il n'avait plus que la main tendue du Qatar. Même la Guinée équatoriale, c'est une solution de réplique comme ça. Mais donc c'est pour ça que je dis, bon, attends. Rémi, l'Afrique du Sud, elle est peut-être un peu lassée de servir aussi à chaque fois de solution de remplacement, parce qu'elle l'a été pour une CAN en 2013. En 96 déjà, ils étaient déjà, et en 2013 récemment. Mais puisqu'on peut quand même en bénéficier, il y a quand même des retombées lorsqu'il y a de la CAN, parce que l'Afrique du Sud n'y perd pas grand-chose. 80 000 chambres d'hôtel qu'ils avaient eu à faire, par exemple, par rapport à la FIFA. Comment est-ce qu'ils font pour exploiter ça? Tous ces stades qu'ils ont actuellement là sous la main et qu'ils ne parviennent pas à exploiter, normalement, ils devraient accueillir des compétitions de cette envergure. Moi, je ne sais pas pourquoi. Alors là, je suis assez surpris quand même par les propos de Rémi Ngono. Oui. Parce que je me souviens très bien, et on pourrait repasser la bande, de Rémi Ngono disant « Oui, il y en a marre de se tourner systématiquement vers l'Afrique du Sud, dans cette même émission, en disant « Oui, on demande toujours à l'Afrique du Sud, il faudrait un peu penser aux autres pays africains. » Et aujourd'hui, il nous dit complètement le contraire. Extraordinaire, non? J'ai pas l'impression non plus que le bilan économique d'une CAN soit aussi positif que ça pour un pays, puisque l'Afrique du Sud a mis en avant la raison de son refus, c'est l'argent, c'est le budget. Donc si c'était si intéressant que ça, si ça rapportait de l'argent d'organiser une CAN, pourquoi l'Afrique du Sud n'y serait-elle pas allée? Et vous trouvez que la Guinée équatoriale aujourd'hui, qui a un taux de croissance de moins 1,9%, alors que c'était par exemple en 2012 de plus de 6%, la Guinée équatoriale aujourd'hui, croyez-moi, même sur le plan du pétrole, ça a baissé, et sur le doing business de la Banque mondiale, la Guinée équatoriale est classée 166e sur 199 États. Donc ce n'est pas un pays qui se porte économiquement bien. Eh bien la CAN lui fera peut-être du bien. David Khalfa. Oui, moi je rebondirais sur ce qu'a dit aussi Christophe par rapport au fait que la CAN ne rapporte pas d'argent. On a peut-être aussi vu avec le Maroc qui était prêt à sacrifier cette compétition contre un risque qui existe, mais qui est peut-être pas si important que ça vis-à-vis du virus Ebola, parce que le Maroc avait peur pour son industrie touristique si jamais il y avait un cas Ebola. Et moi, il y avait une question que j'aurais aimé poser peut-être à Issa Hayatou, c'était parce qu'il remercie le Qatar, mais est-ce qu'il aurait accepté, est-ce qu'il aurait semblé acceptable que la CAN ait lieu au Qatar en dehors d'Afrique? Vraisemblablement, alors là, ça aurait été plus qu'une solution par défaut, ça aurait été une solution désespérée sans doute. C'était le dernier recours, désespérée pour pouvoir maintenir la compétition. Mais dans sa réponse, il ne semble pas l'écarter. Oui, mais il avait l'air de dire aussi que finalement, c'était la solution africaine qui a été préférée et c'est sans doute qui a beaucoup joué pour la Guinée équatoriale. Chérif, on vous a pas entendu? Ouais, juste une réflexion, c'était par rapport justement aux circonstances particulières du virus Ebola qui a contraint entre guillemets le Maroc à renoncer. Moi, ce que je retiens surtout, c'est aussi en marge de tout ça, enfin, je veux dire, le contexte géopolitique de l'Afrique aujourd'hui, c'est aussi parce que l'Afrique se porte très mal d'un point de vue politique et institutionnel. Je rappelle que quand le Maroc n'organise plus la Coupe du Monde, on se tourne vers des pays Coupe du Monde. Ouais, que ce soit pour l'organisation de la CAN. Je veux dire, la Libye a été pulvérisée, le Nigeria, Nigeria et Cameroun, il y a des problèmes de terrorisme qu'on connaît. Et il y a aussi l'Égypte. Le choix était restreint, c'est ça que vous voulez dire? Je veux dire que le choix était restreint, mais c'est aussi, comment dirais-je, ça illustre les problèmes géopolitiques nouveaux de l'Afrique. Enfin, pas nouveaux, mais c'est aussi une réalité. C'est pas simplement des problèmes sanitaires. Qui ont conduit au choix de la Guinée équatoriale? Oui, c'est qu'il y a un contexte. Ça réduit la liste considérablement. Ça réduit la liste parce qu'il y a une réalité politique qui ne s'améliore pas en Afrique, tout simplement. Circonstances dramatiques. On se retrouve dans la deuxième partie de Radio Foot International pour continuer à évoquer la Guinée équatoriale, puis aussi évoquer les Bleus en Bretagne. Radio Foot International, Annie Gasnier. Deuxième partie du Café des Sports de Radio Foot International sur RFI avec donc cette CAN 2015 qui aura lieu au
En Guinée équatoriale, donc sur le continent africain, nous continuons à en parler avec Rémi Ngono, Chérif Guémour, Xavier Barré, avec David Kalfa et Christophe Jousset. Alors nous en étions à cette candidature de la Guinée équatoriale. Il faut dire, Christophe, qu'elle est survenue en quelques jours, hein, finalement, c'est à peu près une semaine, puisque le Maroc avait jusqu'au 8 novembre pour répondre, oui, pour donner sa réponse définitive. Et finalement, eh bien, en une semaine, la Confédération africaine a trouvé cette solution d'urgence. Le Maroc, lui, le Maroc a joué hier soir un match amical. Ouais. Il a battu le Bénin 6-1 au stade d'Agadir. C'était pour la gloriole. Dans l'ambiance que vous imaginez, parce que ce match, ça devait être un match de préparation à la CAN pour les Lions de l'Atlas. Et ce stade devait accueillir plusieurs matchs il a été inauguré pour la Coupe du Monde des clubs en 2013, ouais, mais il devait servir surtout pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Bon là, évidemment, le cœur n'y était pas vraiment hier soir, même si il y a eu beaucoup de buts, et notamment un 6e et dernier but de Marwan Chamakh. Ouais. Alors, le revenant. Au moment où ils étaient compétitifs, pas de chance. Le tirage au sort aura lieu d'ailleurs donc à Malabo, puisqu'il n'aura plus lieu au Maroc où c'était prévu le 26 novembre. Maintenant, ça sera le 3 décembre. Le 3 décembre à Malabo. Alors, on sait que la Confédération africaine doit prendre des mesures contre le Maroc. Déjà, il a été disqualifié, il ne participe pas. Hein, les joueurs ne participent pas à la prochaine compétition. Mais c'est ce que nous confirmait Issa Hayatou. On lui a demandé si les sanctions allaient être sévères. Voilà. Et voilà la réponse d'Issa Hayatou. Sévère, c'est trop dire, mais il y aura certainement l'application de nos règlements. Le règlement de la CAF est clair. Les statuts, le règlement, tout est là. Nous allons les appliquer. Je ne peux pas dire s'ils sont sévères ou s'ils ne sont pas sévères. Mais nous allons les appliquer. Souvenez-vous, en 1996, le Nigeria avait boycotté dans les mêmes conditions. Le président Abacha avait refusé que l'équipe nationale du Nigeria vienne en Afrique du Sud. Nous leur avons donné les sanctions prévues par le règlement. 4 ans. 4 ans, on avait suspendu le Nigeria à l'époque 4 ans. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Tout ce qui est prévu par les sanctions, avec les variations qu'il y a eu entre-temps de 96 à nos jours, nous allons appliquer nos règlements. Parce qu'il n'est pas question de laisser cet état d'esprit s'instaurer dans la famille. Ça risque vraiment de porter préjudice sérieusement à l'organisation du football en Afrique. Peut-être y aura-t-il un bémol si on reconnaît que Ebola était un cas de force majeure, David Kalfa ? Oui, enfin, ce qu'on rappelle souvent, notamment, c'était Junior Bignam, le chargé de communication, la CAF qui le rappelait. Déjà, l'équipe du Togo, en se retirant de la CAN 2010, parce qu'elle a eu 2 morts après l'attaque de son bus, avait pris une sanction de, je crois, 2 ans. Ils étaient suspendus pour 2 ans, c'est ça, Christophe, peut-être ? Oui, je pense que c'est ça. Avec des circonstances pour beaucoup plus... Et pour en fait, après, il y a eu un aménagement. Voilà, avec la médiation de la FIFA. Donc, avec beaucoup plus de circonstances atténuantes que le Maroc, le Togo a été puni. Donc, vous imaginez... ce qui attend peut-être le Maroc. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas aussi clair que ça dans le règlement de la compétition, puisque à l'article 90, il est stipulé que un pays hôte qui se désiste moins de 6 mois, je crois, avant le coup d'envoi de la compétition. Alors, il y a une sanction pécuniaire qui est de $150,000 qui est prévue. 50 000, Christophe. Oui. Plus les dédommagements financiers prévus et des sanctions disciplinaires sans que ce soit préciser quel type de sanction disciplinaire. Donc, c'est en quelque sorte laissé à la discrétion de la CAF. Moi, je trouve que il faut plutôt des circonstances aggravantes. Parce que là où on est actuellement, c'est-à-dire que la CAN, c'est quand même la formule phare du football africain, et que le Maroc vienne à boycotter pour des fallacieux prétextes, parce que tout au moins, on continue à dire que la compagnie aérienne marocaine a eu à desservir des villes qui sont peut-être atteintes par Ebola, et particulièrement la Guinée. Tout le monde le sait. Aujourd'hui, que le Maroc vienne saboter la CAN, aujourd'hui, je crois que le Maroc, même pas 4 ans, je crois qu'il faut doubler la peine. Parce que vraiment, il faut doubler la peine. Et il faut doubler la peine parce que là... Parce que tu n'auras plus un seul candidat à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ne dites pas n'importe quoi, Rémi Ngono. Il y a déjà plus de pays candidats et tu vas sanctionner le Maroc parce qu'il n'organise pas, parce
qu'il a peur qu'il y ait Ebola. C'est pas possible. Il n'y aura plus de candidats pour organiser la CAN. Il n'y en aura plus, tu vas voir. Regarde, et Christophe Jousset, rappelez la liste là. La Libye, ou Chérif tout à l'heure, la Libye qui n'a pas pu l'organiser, l'Afrique du Sud qui veut pas l'organiser. Il n'y aura plus de candidats à ce rythme-là. Si tu menaces d'exclure les pays parce que pour des raisons X ou Y ils se rétractent, tu n'auras plus de candidats à l'organisation. Tu es obligé de faire preuve de diplomatie et donc pas de trouver des circonstances aggravantes. J'espère que tu as vu au moins que les prochaines CAN ont déjà été une grande compétition où même le Cameroun qui n'avait pas organisé depuis était tout content, tout heureux de gagner cette compétition. Ne crois pas que la CAN aujourd'hui qui est une compétition qui quand même fait 5 milliards de téléspectateurs en audience cumulée, qui est supérieure à la Copa América, qui est supérieure à beaucoup de compétitions, que ça peut manquer de preneurs. Moi je te dis que ce que le Maroc a fait, c'est vraiment du mépris au football africain. Et un proverbe africain est clair: quand tu jettes la boue au soleil, elle te retombe sur la tête. N'oublie pas. La boue au soleil, elle sèche normalement et c'est plus de la boue. N'oublie pas, Rémi. Parce que ça ne va jamais arriver. Si tu n'as pas compris le proverbe africain. N'oublie pas, Rémi, le soutien du Maroc à Issa Hayatou lors des élections à la CAF. Ça compte aussi, ces choses-là. C'est les petits arrangements politiques. Donc, toi qui souhaites une aggravation. On va voir. Christophe, non, il n'y en aura pas. Juste ajouter que par rapport à ce problème Ebola, que d'après ce que nous a dit le président Issa Hayatou tout à l'heure, on l'a pas entendu dans le petit montage qu'on a fait, mais le refus du Ghana, qui fait partie des 4 pays qui ont été sollicités, était motivé par l'épidémie Ebola et les craintes de la population, justement. Et parce que c'est assez proche d'ailleurs. C'est plus proche de la zone, évidemment. Oui, David. Moi, je pense que ce que ça a traduit aussi, c'est tout simplement que pour un pays comme le Maroc qui ambitionne d'organiser une Coupe du Monde de football, qui ambitionne, Christophe, vous l'avez dit, à l'occasion des championnats d'Afrique et de la Coupe continentale d'athlétisme, qui ambitionne peut-être aussi un jour d'accueillir des championnats du monde d'athlétisme, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est déjà pas un gros événement, c'est déjà plus un gros événement. Bien sûr, c'est un gros événement, mais pour le Maroc, c'est pas je pense, un événement déterminant, décisif par rapport à ses ambitions. En tout cas, vous parliez d'Ebola. On va entendre aussi le président Issa Hayatou évoquer justement les mesures qui seront prises autour de l'événement à cause de cette épidémie qui sévit dans l'ouest de l'Afrique. Le président nous a dit qu'ils ont acheté, dans un premier temps, il avait fermé ses aéroports aux pays concernés parce qu'il n'était pas outillé. Mais maintenant, il a acheté tout ce qu'il faut et il a ouvert les frontières. Il y aura des contrôles partout dans les aéroports. Il nous a dit ça, ça ne nous a pas échappé. Ça ne nous a pas échappé. Lui-même a développé ça. Il m'a dit que quand ça a éclaté, il avait fermé ses frontières à tous ces pays-là. Bon, parce qu'il n'était pas équipé. Maintenant qu'il s'est équipé, il a acheté tout ce qu'il faut, qui lui permet de faire le contrôle à l'entrée et à la sortie de leur territoire. Il n'y a pas de problème. Il le fait. Voilà, des mesures seront prises pour ce qui est donc à l'entrée du territoire, pour ce qui est du virus de la maladie d'Ebola. Et donc c'est la CAN en Guinée équatoriale qui commencera le 17 janvier prochain, c'est-à-dire dans 64 jours très exactement. L'équipe de France a quelques encablures de Paris. Ce soir, les Bleus affrontent l'Albanie dans le stade de Rennes, au cœur de la Bretagne. Le prochain match